Je m'en charge. C'est bon. Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui va être dédié donc, à la sécurisation juridique des projets de méthanisation. Donc, tout d'abord, je me présente, Madeleine Breguet. Je suis chef de projet bioénergie au sein de la Chambre régionale d'agriculture de Normandie. Alors, avant de démarrer, d'aller dans le vif du sujet, quelques petites consignes pratiques, mais que vous connaissez tous maintenant qu'on pratique les webinaires depuis assez longtemps. De bien éteindre vos micros, bien éteindre vos caméras le temps des interventions pour qu'on ait une qualité sonore et visuelle maximale pour les intervenants. Donc, je vous remercie d'avance. Donc, on organise ce webinaire dans le cadre du programme Méthanormandie. Donc, Méthanormandie, c'est le dispositif régional d'animation de la filière méthanisation. Il est financé par la région, par l'ADEME et par les 5 syndicats d'énergie départementaux. Et ce programme est animé par la Chambre régionale d'agriculture de Normandie et par l'association Biomasse Normandie. Donc ensuite, avant de parler sécurisation juridique des projets, voilà, je voulais vous faire part d'un événement que nous organisons le jeudi 1er décembre 2022, les 3e rencontres régionales de la méthanisation, un événement pour réunir l'ensemble de la filière régionale, donc avec un programme assez chargé, assez copieux sur la thématique de la méthanisation. Donc il y aura une matinée colloque pour parler de l'état des lieux de la méthanisation sur notre région, et il y aura une après-midi avec la présence d'une 30aine d'entreprises sur des stands, des ateliers thématiques, une dizaine d'ateliers sur différents sujets d'intérêt pour la filière. Et donc, voilà, je vous invite à vous inscrire à cet événement dès maintenant. Toutes les informations, que ce soit le programme, le lien d'inscription, sont sur le site internet du programme Méthanormandie, donc méthanormandie.fr. Vous y trouverez toutes les infos et au besoin, on reste disponible si vous avez des questions sur cet événement. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la sécurisation juridique des projets de méthanisation. Pourquoi ce sujet? Eh bien, parce que nous savons tous que les projets de méthanisation sont complexes à monter, longs, avec des procédures voilà, bien spécifiques, et que pour, on va dire, optimiser le temps de développement de ces projets, de bien respecter les procédures, de bien passer par toutes les étapes, c'est extrêmement important pour devancer les problèmes, que ce soit devancer des refus de permis de construire, des refus de dossier ICPE, ou même devancer des oppositions, parce qu'aujourd'hui, voilà, on sait aussi que les projets de méthanisation font l'objet de plus en plus de recours. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Laura Descubes, donc, qui est avocate dans le cabinet Rivière Avocats Associés, et donc qui est spécialiste de ces questions de montage des projets de méthanisation. Donc, je vais lui laisser la parole. Je pense que voilà, son intervention se fera en étape par étape d'un projet de méthanisation, et donc vous pourrez régulièrement poser vos questions. Voilà, au fur et à mesure. L'idée, c'est d'avoir un webinaire assez interactif. Voilà. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. On pourra les prendre au fur et à mesure. Et puis, il y aura aussi des temps dédiés. Vous pourrez aussi allumer vos micros si nécessaire. Voilà. Je vous laisse la main, Madame Descubes. Merci beaucoup. Je vais partager, à mon tour de partager l'écran. Est-ce que vous le voyez bien? Oui. Parfait. Tout d'abord, quelques mots de remerciement donc à vous et puis à la Chambre d'agriculture de Normandie de nous faire confiance pour animer avec vous et intervenir dans ce webinaire. Alors, en quelques mots, le cabinet Rivière Avocats Associés est expert en matière de défense de projets immobiliers et de projets énergétiques, donc de projets d'installation de production d'énergie renouvelable. Dans ce cabinet, j'interviens au sein du département droit public, immobilier et de l'énergie, qui est un département composé de 4 associés et de 10 collaborateurs.
Nous sommes donc une équipe de 14 personnes et notre mission au quotidien est de sécuriser les autorisations qui sont nécessaires à la réalisation des projets. Et parmi ces projets, les projets d'unité de méthanisation. Donc, parmi ces autorisations nécessaires à la réalisation des projets, on a évidemment le permis de construire, mais aussi les autorisations ICPE, ainsi que parfois des autorisations de défrichement, des dérogations espèces protégées. Et nous avons au sein de notre équipe différents pôles dédiés qui peuvent intervenir selon les problématiques qui se posent dans les différents projets, puisqu'il y a un pôle spécifique au droit de l'urbanisme qui est dirigé par Fanny Claire, un pôle qui va intervenir sur les matières de contrat public qui est dirigé par Mélissa Rivière, et un pôle dédié à l'énergie que je dirige. Et notre département est dirigé par Olivier Bonneau. Donc, cela signifie que notre mission, c'est d'accompagner nos clients, qui sont des promoteurs, des développeurs, parfois des particuliers, des agriculteurs, depuis les débuts de la réflexion sur le projet, et ce, jusqu'à la phase de construction. Entre le début de la conception d'un projet et cette phase où on va démarrer les travaux, il se passe plusieurs phases qui sont plus ou moins longues. Et dans chacune de ces phases, on va rappeler quelques réflexes, quelques astuces à avoir afin que chacune de ces phases se passe au mieux, puisqu'elles font intervenir les porteurs de projets, les chambres d'agriculture, les bureaux d'études, tous les partenaires qui intègrent en fait cette logique projet. Et ces phases font bien évidemment intervenir l'administration. Donc, l'objectif, c'est de vous donner quelques clés pour sécuriser les projets et pour mieux anticiper, comme ça vous a été dit tout à l'heure, les différentes problématiques qui peuvent intervenir sur toutes les phases de développement de votre projet. Donc, chaque phase va faire l'objet d'une présentation d'une dizaine de minutes, puis des temps d'échange dédiés pourront se faire pour que ça ne fasse pas un gros bloc. Voici les phases dont nous allons parler et évidemment, on va commencer par la phase de faisabilité du projet. La phase de faisabilité, c'est la phase durant laquelle on réfléchit à son projet, on commence à le concevoir avec ses associés, à réfléchir aux partenaires qu'on va intégrer, au bureau d'études, aux architectes. L'idée pendant cette phase qui est très amont, c'est de s'assurer qu'aucune règle de droit ne vient empêcher la réalisation du projet. Et qu'il est réalisable aussi sur des sujets, bien entendu, de localisation, de raccordement, de foncier. Nous, on intervient dès cette phase pour s'assurer notamment que les règles d'urbanisme permettent la réalisation du projet. Pour ça, on se plonge en fait dans le document d'urbanisme qui va être applicable sur le territoire. Parfois, il y a un document d'urbanisme qui est applicable, un plan local d'urbanisme intercommunal. Parfois, on est sur le territoire d'une commune qui n'est pas couverte par un document d'urbanisme, auquel cas, ce sont les règles nationales d'urbanisme qui vont s'appliquer dans leur intégralité. Le projet d'unité de méthanisation, il doit être conforme à ces règles. Alors, ces règles, elles sont larges, elles vont d'une autorisation du projet en tant que tel, donc d'une unité de méthanisation ou d'une installation de production d'énergie renouvelable sur tel terrain, qui va être le plus souvent en zone naturelle, en zone agricole, jusqu'à des règles d'implantation, de distance, de hauteur, d'insertion paysagère, de plantation. Toutes ces règles-là sont des règles d'urbanisme qui vont ressortir bien souvent du document d'urbanisme. Il faut savoir que nous, quand on se plonge dans ces règles-là, elles ne sont pas toujours écrites clairement, ou parfois elles sont sujettes à des interprétations, notamment sur des documents d'urbanisme un peu anciens qui n'intégraient pas forcément des éléments de langage comme production d'énergie renouvelable, installation d'unités de méthanisation. Et donc, dans ce cas-là, on doit faire un travail d'interprétation pour s'assurer au préalable que le projet peut bien être réalisé sur ce terrain. Si vous prévoyez de construire un projet sur un terrain sur lequel finalement le projet n'est pas autorisé, c'est un sujet qui peut être décelé dès le départ, et c'est l'idée.
Mais c'est aussi un sujet qui peut arriver, s'il n'a pas été anticipé, sur le tard. Et c'est un sujet qui, s'il arrive au contentieux, peut être extrêmement gênant, puisque, comme vous l'imaginez, c'est une problématique qu'on ne peut pas régulariser. C'est-à-dire que sur un permis de construire, on va pouvoir éventuellement régulariser certaines choses qui n'auraient pas été tout à fait réalisées conformément au droit de l'urbanisme dans le dossier de permis de construire, mais sur un sujet d'interdiction d'un type d'installation sur un territoire, on ne pourra pas régulariser ce point, ce qui fait que ça peut entraîner des conséquences désastreuses avec une annulation, notamment par le juge administratif, puisqu'on ne va pas pouvoir se dire voilà, je prends ce projet, je le mets sur un autre terrain. Là, il va falloir repartir sur un nouveau dossier, ce qui n'est pas inenvisageable, mais ce qui va faire perdre énormément de temps et d'argent. Pour donner un premier exemple, sur le zonage du plan local d'urbanisme, c'est quelque chose qu'on va regarder immédiatement pour voir si le projet est susceptible d'être autorisé et s'il n'y aurait pas des servitudes, des éléments de protection qui auraient été décidés par les auteurs du document pour protéger par exemple des corridors écologiques, des éléments de patrimoine, des haies, des boisements. Tous ces éléments-là doivent en principe ressortir du document d'urbanisme et ce sont des éléments auxquels nous sommes extrêmement attentifs dans notre travail quotidien d'audit. Ça demande vraiment d'éplucher les documents qui contiennent parfois des annexes, qui contiennent différents plans sur lesquels parfois on peut s'interroger. Donc, c'est un travail quotidien aussi de discussion avec les services urbanisme des communes qui souvent sont à même de nous renseigner sur telle ou telle interprétation à avoir, telle ou telle lecture à avoir d'un plan ou d'un document qui ferait partie du plan local d'urbanisme. Un autre exemple qu'on étudie dès la faisabilité du projet, c'est la desserte du terrain. Bien souvent, les projets d'unités de méthanisation se trouvent dans des zones agricoles qui ne sont pas toujours très bien desservies, sur lesquelles il n'y a pas toujours les sorties de réseau. Et donc, il faut faire extrêmement attention puisque lorsqu'on n'a pas une desserte adéquate du futur terrain sur lequel on aura un site de méthanisation, c'est un motif de refus du permis de construire. Alors, il arrive que le permis soit délivré malgré une desserte qu'on pourrait, nous, juristes, regarder comme insuffisante. Et on serait tenté de se dire, c'est bon, on a le permis. Bon, c'est faux puisque c'est un argument qui va pouvoir arriver au contentieux et qui est assez fort puisqu'il faut, pour qu'un site de méthanisation soit construit et exploité, qu'il soit parfaitement desservi par les voies, ce qui va impliquer plusieurs éléments factuels, par exemple la largeur des voies, les matériaux des voies, comment ces voies, qui souvent sont des voies rurales, voire des voies communales, voire des chemins ruraux, comment ces voies sont desservies par d'autres voies qui seraient plus larges, par une route départementale ou parfois par une autoroute qui peut également être à proximité. Ça, c'est important parce que pour tout projet d'aménagement du territoire, il faut assurer la sécurité des usagers, la sécurité et la maintenance qui va venir sur le site. Pour une unité de méthanisation, d'autant plus, puisqu'on va avoir quand même une circulation avec l'apport des déchets. Donc, c'est extrêmement important de s'assurer dès le départ qu'il y a une desserte adéquate. Ce sont des choses qui s'anticipent et en intégrant cette problématique en amont, on peut travailler avec le SDIS notamment, qui a une très bonne expérience de ces projets et qui va nous aider à anticiper et gérer ce sujet en amont. En phase de faisabilité, un autre automatisme qui est très simple d'acquérir, c'est le dépôt d'une demande de certificat d'urbanisme informatif. Le certificat d'urbanisme informatif, c'est un document qui est délivré par le maire de la commune dans un délai d'1 mois. Donc en plus, c'est assez court, sachant que ça peut même être beaucoup plus court, puisqu'aujourd'hui, on a les téléprocédures qui permettent de délivrer à très très brève échéance un document, un certificat d'urbanisme. Ce certificat, il va lister toutes les règles d'urbanisme qui existent sur le terrain, donc le terrain qui recevra le site de méthanisation, au jour où ce certificat est délivré. Par exemple, il va vous indiquer si vous êtes dans la zone agricole du PLU, il va vous indiquer s'il y a une servitude
d'utilité publique qui s'applique sur votre terrain. Il va vous indiquer s'il existe, par exemple, un risque d'inondation dans le secteur ou si le terrain est couvert par un plan de prévention des risques, par exemple, un plan de prévention des risques relatifs aux incendies en forêt. C'est possible. Parfois, les sites agricoles peuvent être implantés en lisière de certains boisements. Donc, ce sont des informations extrêmement utiles aussi qui vous aident à travailler sur la conception du projet. Outre l'utilité de ces informations, le certificat d'urbanisme informatif va cristalliser les règles applicables pour un délai de 18 mois. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que si les règles d'urbanisme évoluent dans la commune, parce qu'on a une modification de plan local d'urbanisme, et que ces règles évoluent défavorablement pour votre projet, vous allez être préservé en principe pendant 1 an et demi et ça n'impactera pas la conception du projet. Donc, c'est un réflexe à avoir et c'est aussi une demande que vous pouvez réitérer pendant tout le développement du projet, puisque voilà, il a une durée de vie, ce certificat d'urbanisme. Donc, soit on peut demander une prorogation, soit on peut tout à fait envisager de demander un nouveau certificat d'urbanisme. Donc, pourquoi faire ça? Parce que le document d'urbanisme peut évoluer et que les règles qui aujourd'hui vous permettent de construire une unité de méthanisation ne seront peut-être plus les mêmes dans quelques mois. Évidemment, vu comme ça a l'air très bien, il y a évidemment des exceptions, c'est-à-dire lorsqu'une révision du plan local d'urbanisme est en cours, c'est-à-dire une modification qui est très importante, qui vient apporter de véritables changements dans les règles d'urbanisme applicables sur le territoire de la commune, eh bien, malheureusement, ce sont les nouvelles règles d'urbanisme qui vont être prises en considération par l'autorité qui va délivrer le permis de construire. Néanmoins, c'est un document qui est très utile et surtout, s'il ne vous apporte rien, il ne peut rien vous enlever. C'est-à-dire que l'avoir vous permettra d'en bénéficier. En revanche, il ne peut pas du tout vous porter préjudice. C'est-à-dire que si les règles d'urbanisme évoluent encore plus favorablement pour votre projet, bien évidemment, vous allez pouvoir bénéficier des règles d'urbanisme plus favorables. D'autant plus que cette demande est extrêmement facile à formuler puisque c'est un recommandé avec avis de réception et un CERFA à remplir. Vous aurez juste à intégrer une image en vue aérienne du terrain afin évidemment que l'administration puisse localiser les parcelles sur lesquelles vous envisagez de porter votre projet. Mais une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez avoir votre certificat d'urbanisme, donc aucune raison de s'en priver. Est-ce que sur cette phase, ces quelques réflexes en phase de faisabilité, il y a des questions? Alors, je ne vois pas le chat. Il n'y a pas de questions dans le chat pour l'instant. Ok, pas de questions. Si des questions vous viennent après, en tous les cas, n'hésitez pas. La deuxième phase, lorsque, en principe, on a décidé de la localisation du projet, donc on a le foncier, on sait où on va implanter notre site d'unité de méthanisation, vient la préparation des dossiers de demande de permis de construire et d'installation classée. C'est un gros morceau du développement du projet puisque les dossiers requièrent un certain nombre de pièces qui doivent répondre à un certain nombre d'exigences qui sont posées par le Code de l'urbanisme et le Code de l'environnement. Et que, comme cela arrive souvent, au début de l'instruction, l'administration va demander des pièces complémentaires. L'idée, nous, quand on audite les dossiers de demande avant leur dépôt, c'est d'arriver à faire compléter par notre client son dossier afin que celui-ci soit le plus complet possible et diminuer le risque de demande de pièces complémentaires afin de ne pas perdre trop de temps, puisque préparer les pièces complémentaires, ça prend un certain temps. Ça demande parfois à l'architecte de retravailler le plan, au bureau d'études de venir compléter un dossier, parfois de réaliser, on peut imaginer, un inventaire qui n'avait pas été réalisé dès le début. Donc, l'idée, c'est aussi d'anticiper les demandes des services instructeurs avec l'expérience que l'on a de ces phases d'instruction pour avoir un dossier le plus complet possible, dossier qui va en fait permettre à l'administration
de vérifier que le projet respecte les règles d'urbanisme, les règles liées à l'environnement, les règles liées à la protection de la nature, à la protection des eaux. Sur ce point, la composition des dossiers est extrêmement importante et on va une nouvelle fois prendre des exemples. Sur la composition du dossier de permis de construire, il y a notamment 2 pièces qu'il faut bien soigner. Ces pièces, ce sont la notice descriptive et les documents graphiques. La notice descriptive, donc, que les architectes connaissent bien sous le nom de PC4, c'est la pièce écrite qui va raconter votre projet, qui va le raconter évidemment sous l'angle des exigences posées par le Code de l'urbanisme. Cette notice, elle doit comprendre différents éléments, que sont notamment l'état initial du terrain. C'est-à-dire que c'est une description du terrain. Comment est le terrain? Quelle est la topographie du terrain? Est-ce qu'il existe des arbres sur le terrain? Est-ce qu'il existe des talus sur le terrain? Comment on accède à ce terrain? Tous ces éléments-là qui vont permettre en fait de visualiser le terrain. Cette notice, elle doit aussi décrire le traitement des accès. Et c'est particulièrement important sur une unité de méthanisation puisque ce traitement des accès, il va également donner une idée de la façon dont est assurée la sécurité du site, la sécurité de la desserte. Est-ce qu'on a prévu les accès à des endroits qui vont limiter au maximum tous les dangers possibles pour les usagers de la route? Parce que, encore une fois, sur des routes de campagne, parfois il n'y a pas toujours une bonne visibilité, parfois la route n'est pas plate. Ce sont des éléments factuels à prendre en considération également dans la réalisation du dossier de permis et dans la façon dont on va décrire le projet. La notice descriptive, elle doit aussi expliquer le traitement des espaces libres qui va être fait. Souvent, ce qu'on voit dans les notices descriptives, c'est que le site de méthanisation, avec tous les équipements qui le composent, est extrêmement bien décrit. On voit très bien qu'on va avoir des digesteurs, on voit très bien qu'on va éventuellement avoir un bassin de rétention, on voit très bien que la torchère sera à tel endroit. Voilà, tout un tas de détails qui ressortent très bien de la notice descriptive. Néanmoins, souvent, la partie sur laquelle il n'y a aucune construction sur le terrain va être un peu laissée de côté. Et il convient à chaque fois de se demander si on a bien décrit aussi ce qu'on allait faire de ces espaces libres, puisque souvent, il est plutôt recommandé d'intégrer des mesures paysagères, notamment pour favoriser l'insertion du site dans son environnement. Et en fait, sur ces espaces libres, bien souvent, on va avoir des haies ou des arbres ou des clôtures, voilà, ce type de choses qui vont permettre de montrer que le projet s'insère bien. Et à propos d'insertion du projet, ça c'est un point essentiel, c'est que la notice descriptive doit justifier de l'insertion du projet dans son environnement. Et elle doit en justifier au regard de ce qui existe autour du projet. Donc, si votre projet se situe à proximité d'exploitation agricole ou d'un bâtiment, ou admettons que sur le terrain voisin, on est un hangar, il va falloir justifier, même si ça vous paraît un peu artificiel, que le projet s'intègre bien dans cet espace-là, parce qu'on aura choisi des matériaux et des couleurs qui sont en cohérence avec l'unité paysagère, parce que la hauteur du projet correspond éventuellement à la hauteur des constructions qui seront à proximité. Alors, la notion de proximité est relative sur ce type de projet, puisque généralement, on choisit des terrains d'implantation qui sont un peu à l'écart justement des voisins. Mais néanmoins, même si on est loin, même si on a l'impression d'être loin de toute construction, il faut arriver à justifier de l'insertion du projet dans l'environnement. La deuxième pièce à laquelle il faut faire attention, évidemment, il faut faire attention à toutes les pièces. Et ça, c'est notre métier d'aller en profondeur sur les pièces, mais pour vous donner un autre exemple, le document graphique ou les documents graphiques sont importants. Le plus souvent, ce sont des photomontages qui vont permettre de montrer votre projet dans son environnement et qui vont permettre à l'administration d'apprécier comment le projet se situe par rapport aux constructions avoisinantes et au paysage. Donc, on va avoir plusieurs points de vue. Par exemple, un point de vue depuis la route, où on va réussir à apprécier la façon dont votre projet va s'implanter lorsque on circulera sur cette route. Depuis un autre point de vue, par exemple, en fond de parcelle, on va voir comment votre projet sort du sol et on va voir aussi comment l'accès est traité.
Ça, c'est important. Sur les documents graphiques, on est tenté de montrer que les équipements de l'installation de méthanisation, c'est-à-dire à quoi va ressembler le site, tout simplement, quand il sera construit et exploité. Il ne faut pas oublier de montrer le traitement des accès. C'est une pièce, c'est une donnée obligatoire, c'est imposé par le Code de l'urbanisme, c'est-à-dire que dans ces photomontages, on doit avoir un point de vue où on comprend comment les véhicules arrivent sur le site. Sur la composition du dossier ICPE, il y a également beaucoup de contraintes. C'est un dossier qui est lourd à monter, qui nécessite de faire appel à des bureaux d'études, notamment des bureaux d'études environnementaux. Et ce qu'on voit sur les projets d'unité de méthanisation, c'est très variable en fonction des dossiers, évidemment, mais c'est que la justification des capacités techniques et financières n'est pas toujours forcément très soignée. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas toujours bien à l'avance comment les investissements vont être réalisés. On ne connaît pas toujours parfaitement à l'avance la part d'emprunt, la part de fonds propres. Ce sont également des données qui peuvent évoluer. De même, pour la subvention de l'ADEME, il arrive qu'elle ne soit pas indiquée dans le dossier de demande d'installation classée. Mais il faut au maximum indiquer ces éléments, quitte à ce que ces éléments changent à la suite du développement du projet et qu'il faille les porter à connaissance du préfet de nouveaux éléments. Il faut essayer, dans la mesure du possible, de prendre tous les items du Code de l'environnement et vraiment de les intégrer au dossier. Sur les capacités financières, c'est important, au moins l'investissement du projet, au moins approximativement la part d'emprunt, la part de fonds propres. Si une subvention de l'ADEME est intégrée, également sur les capacités techniques, il faut à la lecture du dossier que l'on arrive à comprendre tout simplement qui va travailler sur ce site, avec quelle responsabilité, quelle surveillance, comment seront formées ces personnes. Alors, il ne s'agit pas de mettre les CV des futurs salariés du site, on ne les connaît pas forcément. Parfois, il est juste écrit qu'il y aura un salarié à temps plein, mais c'est tout. Mais il faut arriver à dire, voilà, ce salarié-là sera formé de telle façon qu'il connaîtra évidemment tous les procédés de méthanisation, qu'il sera formé aux risques qui peuvent exister sur ce type d'unité de méthanisation. Tous ces éléments-là visent à rassurer l'administration, mais également le public qui sera consulté le plus souvent sur le projet. Un autre point qui est extrêmement important lors de la préparation des demandes de permis de construire et d'installation classée, c'est le sujet de l'évaluation environnementale. Il y a beaucoup de projets d'unités de méthanisation qui sont sous le régime de l'enregistrement. Et sous ce régime, c'est le préfet qui instruit le dossier, qui va déterminer, au regard de plusieurs critères, qui sont des critères du droit de l'Union européenne, si le projet devrait être soumis à évaluation environnementale, qui est un processus lourd, avec la nécessité de réaliser une étude d'impact, la nécessité de faire participer plus fortement le public, dès lors qu'on considère que le projet a un impact sur l'environnement, un impact notable. Ces critères, au regard desquels le préfet doit se prononcer, ce sont la localisation du projet, la dimension, évidemment, du projet, la sensibilité du site et les impacts du projet, impacts prévisibles, selon aussi leur fréquence. Donc ça, ce sont des éléments à intégrer dans le dossier afin de donner finalement des pistes au préfet pour que celui-ci se prononce en connaissance de cause sur la nécessité ou non pour le projet d'être soumis à évaluation environnementale. Étant précisé que si un projet en enregistrement est soumis à évaluation environnementale, il va basculer dans le régime de l'autorisation, qui est le régime le plus lourd en matière d'installation classée. Ça, c'est sur le volet de l'installation classée. Sur le volet du permis de construire, on a des seuils qui existent, qui vont permettre de dire que le projet est soumis à un examen au cas par cas, c'est-à-dire qu'on va vraiment regarder pour le projet s'il est nécessaire d'aller jusqu'à l'évaluation environnementale, ou au-delà de certains seuils, on va avoir une évaluation environnementale systématique. Aujourd'hui, c'est encore plus strict que cela, puisque depuis mars 2022, on a eu un décret qui est venu tenter de mettre en conformité le droit français avec le droit de l'Union européenne, puisque le droit de l'Union européenne considère que tout projet
qui peut avoir une incidence sur l'environnement doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, dans la mesure où les incidences d'un projet doivent être analysées, anticipées et éventuellement compensées par des mesures de réduction, de compensation à mettre en œuvre par le maître d'ouvrage. Ce décret nous dit qu'il n'y a plus de projets qui passent sous les radars, c'est-à-dire que dès le stade de la première autorisation d'un projet, donc ça peut être déclaration de loi sur l'eau, ça peut être un dépôt de permis de construire, l'autorité compétente sur cette autorisation doit s'assurer qu'il n'y aura pas d'incidence notable sur l'environnement. Et si elle a un doute, elle devra alors saisir l'autorité en charge de l'examen au cas par cas, qui, elle, déterminera à la fin s'il faut une évaluation environnementale. Ces éléments-là, ils doivent être anticipés, notamment au regard de la localisation du projet, puisque on va avoir des projets qui vont s'intégrer à des zones qui présentent très peu d'enjeux du point de vue de la biodiversité. On va avoir d'autres projets sur des terrains qui présentent des enjeux plus importants, pour plein de raisons différentes. Ça peut être parce que le projet est en lisière d'un bois et qu'il y a des habitats, notamment de chauves-souris, d'oiseaux, également des espèces végétales qui sont abritées dans cet espace. Ça peut être tout un tas de raisons qui font qu'il est absolument nécessaire et indispensable, en tout cas pour nous, d'avoir un bureau d'études environnementales qui vient apporter son expertise, faire ses inventaires, faire des visites sur site pour s'assurer des enjeux ou des absences d'enjeux sur tel ou tel site et qui vont permettre, in fine, au préfet d'apprécier si le projet doit être soumis ou non à évaluation environnementale. Alors, là, on parle de la préparation des demandes de permis d'installation classée. Ce sujet-là, nous, on le réfléchit même encore en amont lors de la faisabilité, puisque un processus d'évaluation environnementale, c'est long. Une étude d'impact, c'est 1 an pour faire le tour des 4 saisons et des cycles biologiques. Donc, et c'est coûteux également, donc c'est encore à intégrer dans le coût du projet. Donc, c'est des éléments qu'il faut au maximum anticiper. Est-ce que sur la phase de préparation des demandes, il y a des questions ? Alors d'abord, il y a quelques questions qui se sont révélées sur la première partie, Oui. sur les certificats d'urbanisme informatifs. Peut-être Oui. rappeler leur durée de validité. Oui, ils ont une durée de validité de 18 mois, d'un an et demi. Vicky avait aussi une remarque sur qu'en est-il quand il y a un passage d'un PLU à un PLUI. Alors, sur le passage d'un PLU à un PLUI, il faut absolument regarder où en est la procédure d'élaboration du PLUI. Ce sont des procédures qui sont extrêmement longues, qui durent plusieurs années. Si on est en phase où l'intercommunalité a juste prescrit l'élaboration du PLUI, on peut se dire qu'on a du temps devant nous, puisqu'il n'y a pas de règles qui sont arrêtées sur le terrain. En revanche, si on est dans une phase très avancée, par exemple, si ce qu'on appelle le débat sur les orientations du projet d'aménagement est passé, là, on va peut-être être plus embêté. C'est-à-dire que le réflexe à avoir ici, c'est de voir exactement où on en est dans la phase d'élaboration du PLUI. Est-ce qu'on est plutôt au début ou plutôt à la fin ? Si on est plutôt à la fin et qu'on sait que le PLUI va bientôt être approuvé, là, il faut vraiment être conforme aux nouvelles règles. Bon, encore une fois, les procédures sont très longues, c'est très variable. Ici, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le vérifie dès le début. Si besoin, on se rapproche des services urbanisme de l'intercommunalité pour essayer le plus en amont possible de récupérer les futures règles d'urbanisme qui vont s'appliquer. Dès qu'on peut, on récupère le projet de règlement du PLUI, le projet de plan de zonage, on regarde où est le terrain, on regarde si les règles vont évoluer de façon défavorable ou non, et on adapte au mieux le projet. Ce n'est pas toujours réalisable, ce n'est pas toujours facile, mais ça fait partie des choses à faire et à voir en amont. Alors, il y avait une dernière question sur le certificat d'urbanisme. Quelle est la différence entre un certificat d'urbanisme informatif
ou un CU réalisable? Alors, le certificat d'urbanisme informatif, il vient juste énumérer les règles d'urbanisme qui sont applicables sur le terrain sur lequel vous déposez votre demande de certificat d'urbanisme. Et il vient cristalliser ces règles pendant une durée de 18 mois. Le certificat d'urbanisme donc réalisable, c'est celui qu'on appelle le CU opérationnel. Il vient vous dire si vous pouvez faire votre projet ou non sur ce terrain. En fait, il vient donner un avis sur la faisabilité. Nous, on conseille plutôt, il cristallise de la même manière les règles d'urbanisme. Nous, on conseille plutôt de faire un CU informatif, puisque la faisabilité, on la travaille, on l'audite, et surtout, elle peut varier ensuite également en fonction du projet qui lui aussi va évoluer, puisqu'au début, on a un projet dans les grandes lignes, et puis c'est évolutif. On se rend compte quand on fait les plans que finalement, tel équipement va plutôt le mettre ici, que finalement, pour des questions, je ne sais pas, de rejet d'eau pluviale, d'autres règles d'urbanisme, on va bouger un peu les choses. Donc, nous, on préfère s'appuyer sur le CU informatif plutôt que de faire des demandes de CU opérationnel dont la délivrance en plus est un petit peu plus longue. Ok, donc, et puis après, il y avait quelques remarques sur le Des fait remarques qui sont très intéressantes, Ouais. effectivement, sur le bureau d'études techniques, sur la maîtrise d'œuvre architecte. C'est en effet indispensable de désigner les partenaires du projet le plus en amont possible, pour plusieurs raisons. Déjà, il y a beaucoup de sujets, notamment sur le plan de la protection de l'environnement, mais aussi des sujets plus techniques, qui sont ceux des arrêtés de prescription sur les unités de méthanisation. C'est extrêmement important de pouvoir travailler ces sujets environnementaux et techniques le plus en amont possible pour adapter le projet et le consolider au mieux. La deuxième raison, c'est que les bureaux d'études sont extrêmement demandés et que parfois les temps d'attente peuvent être longs. Donc, désigner son bureau d'études le plus en amont possible, c'est effectivement un impondérable dans ces projets-là. Nous, on a pu voir des projets qui avaient été montés sans bureau d'études. C'est très gênant. C'est très gênant puisque ils sont vraiment indispensables sur ces projets-là. Ils ont une expertise telle qu'en fait, le travail que l'on fait, nous, d'auditeurs, est complètement complémentaire avec le travail qu'ils font, eux, sur le terrain, notamment. Du coup, il y avait une dernière question en référence à l'évaluation environnementale. Est-ce que du coup, il faut la prévoir systématiquement dans un projet en déclaration? Alors, non, pas systématiquement. Ce qu'il faut, encore une fois, c'est en travaillant avec son bureau d'études, arriver à lever les doutes. C'est-à-dire arriver à déterminer si on est sur un secteur très sensible, sensible, peu sensible ou pas sensible. Si déjà il y a une présomption de secteur plutôt sensible, qu'il y a des habitats, qu'il y a des espèces, éventuellement qu'il y a des risques aussi qui peuvent être déterminés par des plans de prévention, là il faut effectivement se poser vraiment la question et on va très certainement tomber dans le mécanisme où, avec la clause filet, l'autorité va saisir, l'autorité compétente pour se prononcer sur la première autorisation du projet va saisir l'autorité en charge de l'examen au cas par cas. Il faut s'y préparer. Il faut se préparer à peut-être devoir réaliser une étude d'impact, qui est effectivement l'étude faune-flore. Maintenant, ça ne sera pas systématique. Et sur des secteurs où il y a une sensibilité qui va être beaucoup plus faible et où il n'y a pas d'obligation de réaliser ce type d'évaluation environnementale, non, on ne va pas forcément rentrer dans ce processus qui est très long. Maintenant, ça n'empêche pas d'anticiper ces sujets et de les traiter dans le dossier d'ICPE, en tous les cas. Et on a effectivement une confirmation. Je confirme en tant qu'assureur que s'associer à un bureau d'études est fondamental et limite les risques. Absolument, c'est fondamental. Je ne pourrais pas dire mieux. S'il n'y a pas... Oui. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut... Ah oui, si, je vois quelque chose en haut de Monsieur Dereux. FNE Hauts-de-France, il faut rappeler les règles d'éloignement du site aux riverains, de nombreuses contestations. Oui,
effectivement, il y a des règles d'éloignement entre les unités de méthanisation et les riverains. Parfois, le respect de ces règles d'éloignement qui ont été durcies, en plus récemment, ne suffit pas toujours, puisque lorsque vous avez des requérants qui viennent contester des autorisations qui autorisent les unités de méthanisation, leur intérêt à agir va être reconnu de façon très large, puisqu'ils vont parfois, on va reconnaître en tout cas qu'ils peuvent avoir des nuisances en raison d'un projet qui va être situé à plus de 500 mètres et parfois même 700, 800, 900 mètres, 1 kilomètre, effectivement. Il faut savoir que le juge administratif accueille de façon très large les requêtes des riverains qui se trouveraient dans ce secteur, quand bien même il y aurait une route départementale entre le site et leurs habitations. Et ça s'anticipe aussi, c'est-à-dire qu'il appartient au porteur de projet, avec son bureau d'études, avec ses conseils juridiques, de justifier au sein des dossiers de permis de construire et d'installation classés que les nuisances vont être limitées, voire évitées. On va pouvoir passer à la troisième phase, qui est la phase d'instruction des demandes. L'instruction des demandes, c'est la phase où vous avez déposé votre dossier. Donc, le dossier est entre les mains de l'administration et les services de l'État vont l'instruire. Ils vont analyser si ce dossier est complet, s'il respecte bien les règles et les prescriptions qui sont applicables au projet de méthanisation et s'il n'emporte pas d'incidence notable sur l'environnement. C'est durant cette phase que les services de l'État pourront vous faire des demandes de complément. Ici, ce qui nous semble important de dire, c'est de faire un focus sur la phase de consultation du public. C'est une étape qui est déterminante puisque sa finalité est d'assurer une bonne information du public sur le projet et ça fait partie des principes fondamentaux du droit de l'environnement, qui est le principe d'information du public sur tous les projets qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Ici, un réflexe à avoir, c'est de bien contrôler que les formalités d'affichage de l'avis au public ont été réalisées, puisque, vous le savez, lorsqu'on fait une consultation du public, on doit afficher, donc parfois dans les journaux, parfois dans les mairies, un avis au public pour informer le public qu'une consultation va se tenir, et il faut informer le public qu'une consultation va se tenir à tel endroit et à telle date. Donc, ces avis de consultation, on va les retrouver en mairie, on va les retrouver sur le site internet de la préfecture, mais aussi sur le terrain où l'unité de méthanisation sera réalisée. Et ces avis doivent contenir toutes les informations qui sont précisées par le Code de l'environnement et qui vont permettre au public de comprendre bien sur quoi il est consulté, quand et où il va pouvoir venir faire ses observations. Ici, il faut être hyper vigilant sur toutes les mentions qui sont indiquées dans ces avis au public. Par exemple, si dans un avis au public, on a toutes les informations, sauf le lieu où le public peut venir écrire ses observations sur un registre, on aura oublié une information qui en fait est substantielle. Et si dans ce public, il y a un opposant au projet qui conserve des éléments de preuve sur cet avis au public lacunaire, eh bien, il aura un argument au contentieux qui sera de dire le public a été mal informé et n'a pas été en mesure de venir présenter toutes les observations qu'il aurait pu venir présenter. Donc, c'est un élément, un argument qui va vous faire perdre du temps puisqu'il impliquera, il pourra impliquer qu'il y ait une nouvelle consultation du public qui soit organisée sur le projet, voire, dans l'hypothèse la plus défavorable, il pourrait entraîner une annulation de l'arrêté. On reviendra sur cet argument lorsqu'on parlera des recours contentieux. Un autre moment de l'instruction qui est important, c'est celui où vous allez apporter des réponses aux observations du public. Ce n'est pas une obligation, notamment dans la procédure d'enregistrement. Néanmoins, en pratique, c'est réalisé et c'est bienvenu, puisque sous la forme d'un rapport, vous allez reprendre point par point, porteur de projet, les reproches qui ont été faits au projet durant la consultation du public. On retrouve souvent toujours la même chose. Le trafic, qui parfois est augmenté, les odeurs, le bruit, l'impact sur les sols, l'impact sur les eaux.
grosso modo, ce sont ces éléments-là que l'on retrouve dans les observations du public, outre d'autres considérations parfois politiques et plus larges sur les énergies renouvelables, mais qui ne viennent pas poser question sur la légalité à proprement parler du projet. Dans les projets qui sont soumis à autorisation environnementale, donc les plus gros projets, les réponses du porteur de projet, elles sont intégrées dans le rapport du commissaire enquêteur et elles vont être disponibles pour le public qui souhaiterait les consulter. Donc là, on a une pleine application du principe d'information du public. Pour les projets qui sont soumis à enregistrement, hélas, rien n'est prévu par le Code de l'environnement, ce qui entraîne une forme d'insécurité juridique. Ici, une astuce pour anticiper les reproches qu'on pourrait venir vous faire devant le juge si un voisin ou une association attaque le projet, c'est de demander absolument au service de l'État de rendre disponible sur son site le mémoire en réponse qui aurait été fait aux observations du public et qui vont permettre d'assurer ici le principe d'information du public. Ces observations-réponses, elles sont très précieuses puisque souvent, parfois, vous allez répéter un peu ce qui a été dit dans le dossier d'installation classée, mais parfois, vous allez préciser les points. Je pense notamment au trafic, à la façon dont la desserte va s'opérer, des points qui sont extrêmement importants pour bien saisir le fonctionnement du site. Alors, je vois qu'il y a quelques remarques. Une remarque sur la partie précédente. Un recours est-il possible par rapport au basculement ou l'action de la clause filet ? Un recours est possible, une contestation est possible, mais souvent elle est très tardive par rapport au mécanisme du basculement ou l'action de la clause filet, c'est-à-dire que, je prends l'exemple du cas où le préfet a décidé, dans une unité de méthanisation en régime d'enregistrement, de ne pas procéder au basculement du projet en procédure d'autorisation environnementale. Dans son arrêté d'enregistrement, il va expliquer pourquoi il a estimé qu'il ne fallait pas basculer le régime. Donc, généralement, ça va tenir en quelques lignes. Il va indiquer que, compte tenu des caractéristiques du projet, compte tenu de la localisation du site, compte tenu des impacts du projet sur l'environnement, il estime qu'un basculement n'est pas nécessaire. Je précise aussi que dans cette motivation, il intègre le fait que le porteur de projet n'a pas demandé d'aménagement des prescriptions. Ici, on va être tenté de se dire « Ah super, on n'a pas de basculement, on a notre arrêté d'enregistrement ». Le fait de ne pas avoir basculé l'enregistrement en autorisation pourra être contesté devant le juge administratif par des requérants qui viendraient démontrer que compte tenu de la sensibilité du site, le projet aurait dû faire l'objet d'un basculement. Donc, c'est un petit peu une bombe à retardement, d'où la nécessité, avec les avocats, avec les bureaux d'études, de bien cerner cette difficulté en amont et de bien trancher la question de savoir si, en cas de contentieux, le non-basculement pourra être contesté. C'est un argument qui revient très souvent. C'est un argument aussi qui nous fait dire que le régime de l'enregistrement n'est pas forcément très satisfaisant dans sa façon d'être régi par le Code de l'environnement. On est dans un entre-deux. On peut avoir des projets en enregistrement proches des seuils de la déclaration et puis on peut avoir aussi des projets en enregistrement très proches du seuil de l'autorisation. Là, il faut se poser la question, évidemment, encore plus. Question, quid des réunions publiques et quel format? Alors, sur les réunions publiques ici, je déduis qu'il s'agit des réunions qui sont faites, ça peut être les réunions de consultation qui sont cadrées par un arrêté d'ouverture de la consultation du public. Il peut aussi y avoir des réunions publiques bien en amont de la consultation du public. Ces réunions publiques en amont, elles ne sont pas imposées par le Code de l'environnement, elles ne sont pas obligatoires, mais bien souvent, elles sont quand même réalisées pour informer les riverains, informer les acteurs publics, informer les communes voisines du projet et ouvrir un temps d'échange, un temps de dialogue en amont pour essayer aussi de désamorcer certaines problématiques
ou certaines contestations qu'on commence à voir poindre dès le début de la conception du projet. Ici, le format est plutôt libre. Ce qui est intéressant ici, c'est surtout de garder une trace de ces réunions publiques, garder les présentations, les slides qui auront pu être réalisés, qui auront pu être projetés, garder des comptes rendus de ces réunions. Est-ce qu'on a déjà un début d'opposition? Est-ce que le projet est plutôt accueilli favorablement? Ce sont des éléments qui peuvent être intéressants, notamment dans le cadre du contentieux, et qui vont permettre de dire que le porteur du projet a mené des actions d'information de la population et n'a pas entendu porter le projet dans son coin. Comme on le voit souvent, voilà, comme ça ressort des observations, mais évidemment, ce n'est pas vrai, hein, puisque nous, en tout cas, dans nos clients, tous réalisent ce type de réunion bien en amont pour informer la population et pour échanger, pour ouvrir le dialogue. Consultation du public, obligation, meilleur moment, meilleur format. La consultation du public est une obligation dans le cadre des projets en enregistrement et dans le cadre des projets en autorisation, mais la consultation du public se transforme en enquête publique, donc ce qui est un cadre encore plus strict, on va dire, avec des obligations d'information qui répondent à un formalisme plus fort. Sur la déclaration, il n'y a pas de procédure qui est prévue en tant que telle, ce qui n'empêche pas de faire des réunions publiques. Le meilleur moment, le meilleur format, alors le meilleur moment, il est encadré après par le Code de l'environnement, puisque à partir du moment où le dossier d'enregistrement va être complet et régulier, vous allez avoir un courrier de l'inspecteur des installations classées qui va vous le faire savoir, et à partir de là, le préfet va pouvoir ouvrir la consultation du public, ce qui est généralement fait plutôt rapidement afin de faire avancer le projet lorsqu'on a eu déjà plusieurs mois de demande de complément. Alors, si le dossier répond à la réglementation en distance minimale, il y a refus des riverains. Que peut faire le porteur de projet devant cette situation bloquante? Ici, il va y avoir plusieurs hypothèses en fonction de l'avancement du projet, en fonction aussi du positionnement des porteurs de projet par rapport à leur projet. Nous, on a des clients qui considèrent que le fait d'avoir des opposants, des riverains qui vraiment vont s'opposer à leur projet et de savoir à l'avance qu'il va y avoir un contentieux, ils n'ont pas envie de ça. Ils savent que ça va être des années parfois de contentieux, même si les arguments ne sont pas des arguments à risque, ça va bloquer quand même le démarrage des travaux parce qu'il y a toujours un risque, il y a toujours un aléa. Et ils n'ont pas envie non plus d'habiter dans une ville, un village où ils vont avoir des contestations fortes. Hein. Nous, on voit des cas où parfois nos clients se réveillent le matin, il y a des affiches dans tout le village qui viennent dire des choses pas très agréables à lire, que ce soit sur les personnes qui portent le projet ou sur le projet. Ensuite, il y a aussi d'autres catégories de personnes qui vont considérer qu'ils sont dans leur bon droit, que le projet respecte toutes les règles du Code de l'environnement, des arrêtés de prescription ministérielle et du Code de l'urbanisme, et que dès lors qu'ils sont dans leur bon droit, si les riverains qui sont à 500 mètres ne sont pas contents, eh bien, tant pis. Mais après, effectivement, il faut s'attendre à avoir du contentieux, il faut s'attendre à ce que ces riverains aillent saisir un avocat qui trouvera des arguments contre le projet. Sur les digestats, le dossier d'enregistrement doit-il produire un plan d'épandage, l'agrément sanitaire? Alors, l'agrément sanitaire, c'est une législation après, ça relève d'une législation indépendante. Donc, c'est effectivement un agrément qui devra être obtenu, mais qui est indépendant des dossiers de permis de construire et d'installation classée. Et d'ailleurs, il n'y a pas du tout d'obligation d'intégrer des éléments relatifs à la demande d'agrément sanitaire dans les dossiers de permis de construire et d'installation classée. Sur le plan d'épandage, dans la plupart des cas, oui. Il existe cependant une réglementation qui permet d'échapper à la production d'un plan d'épandage dans certains cas, mais avec des critères extrêmement stricts de revente des digestats.
on ne va pas rentrer dans ces détails-là. C'est très rare, mais ça peut arriver. On en a vu, en effet. Voilà. Je pense qu'on a fait, il y a pas mal de questions. Je pense qu'on a fait le tour des sujets pour le moment. On va pouvoir passer à la phase de délivrance des autorisations, qui est, première vue, la phase la plus réjouissante pour le porteur de projet, qui vient de passer une instruction qui dure souvent des mois. La phase de délivrance, c'est une phase qui est très courte finalement, mais qui est absolument essentielle dans la sécurisation de vos projets. Ce qui est surtout fondamental durant cette phase, c'est de s'assurer des mesures d'affichage et de publicité des autorisations. Pour une raison très simple, c'est que c'est cet affichage, c'est cette publicité qui va permettre de déclencher le délai de recours des tiers. Je vais le dire autrement, si vous faites mal cet affichage ou si il y a une mesure de publicité qui est omise ou qui a été ratée, ça ne déclenche pas le délai de recours des tiers et vous ne sécurisez pas vos autorisations. C'est-à-dire qu'au bout de 2 mois, votre permis de construire, non, ne sera pas purgé. Et au bout de 4 mois, votre ICPE ne sera pas purgé non plus. Donc, c'est un moment absolument essentiel. Et il faut absolument, c'est vraiment notre conseil, faire valider les procédures d'affichage et de publicité à un avocat. En tout cas, nous, c'est vraiment ce qu'on conseille, ce qu'on fait au quotidien, parce que personne n'a envie de perdre 2 mois, 3 mois, 4 mois dans le déclenchement du délai de recours des tiers, et que faire un bon affichage et une bonne publicité, c'est la seule façon de maîtriser parfaitement le calendrier des recours, et donc de prévoir son calendrier pour notamment le démarrage des travaux. On va commencer par l'affichage du permis de construire. Donc, une fois que vous avez votre permis de construire, vous allez très rapidement faire un panneau d'affichage sur le terrain. Donc, c'est des panneaux que vous allez trouver tout près, chez Leroy Merlin, chez Point P. Prenez pas un panneau farfelu, le panneau le plus simple possible pour pas trop attirer le regard. Et là, vous allez rapidement l'afficher sur le terrain. Ici, il faut absolument contrôler au plus près les mentions qui sont écrites sur le panneau d'affichage et faire valider ça par des professionnels. Voilà, plutôt des avocats. Et ces avocats-là vont également s'assurer, en tout cas nous on le fait, que le panneau est bien visible et lisible depuis la voie. Ça, ce sont des exigences qui sont posées par le Code de l'urbanisme, l'idée étant que les tiers riverains doivent pouvoir voir ce panneau. Donc, il ne s'agit pas de le planquer derrière un arbre, même si évidemment c'est tentant. Donc, sur l'affichage, quelques points, notamment la superficie du terrain. Donc, c'est bien tout le terrain d'assiette du projet qui doit être indiqué, et pas seulement l'emprise où il y a votre équipement de méthanisation. Et un deuxième point extrêmement important, c'est la hauteur des constructions. Cette hauteur des constructions, c'est la hauteur maximale. Elle doit être calculée à partir du terrain naturel. Ce qui n'est pas pareil que lorsqu'on calcule une hauteur à partir du terrain fini. Donc ça, c'est extrêmement important. Ce sont des points vraiment substantiels du panneau d'affichage. S'il y a une erreur, on va considérer que vous avez mal affiché, que vous n'avez pas permis aux tiers d'apprécier la consistance du projet et que vous n'avez donc pas déclenché le délai de recours des tiers. Donc, il va falloir réafficher, donc ça va vous faire perdre du temps et de l'argent. L'affichage du permis de construire, il doit être constaté par l'huissier 3 fois. Le premier jour de l'affichage, au milieu de l'affichage au bout d'1 mois et à la fin de l'affichage au bout des 2 mois. Pourquoi ? Parce que le Code de l'urbanisme prévoit que le délai de recours des tiers court à compter du premier jour d'une période continue d'affichage pendant 2 mois. Et la seule manière aujourd'hui de justifier que pendant 2 mois et de façon continue, on a affiché ce panneau, c'est de faire passer 3 fois un huissier. Ça, c'est absolument impératif. Sur l'installation classée, donc c'est un affichage en mairie qui est prévu et une publication sur le site internet de la préfecture qui vient publier tous les actes. Ici,
c'est pareil. Il faut faire passer un huissier en mairie pour constater que l'extrait de l'autorisation, l'enregistrement, l'autorisation environnementale a bien été affiché. Et l'huissier pourra également tout à fait attester de la présence de l'arrêté sur le site internet de la préfecture avec une date qui sera donc une date certaine. Ici, attention, contrairement au permis de construire, il y a 2 formalités d'affichage et de publicité. Et c'est à compter de la dernière des formalités que le délai de recours des tiers court. Par exemple, si la préfecture a bien affiché, a bien publié l'arrêté sur son site internet, mais qu'en mairie, l'affichage n'a pas été fait ou a été fait bien plus tardivement, malheureusement, c'est à compter de la date la plus tardive que le délai de recours des tiers de 4 mois va commencer à courir. Donc, vous aurez perdu du temps. Donc ici, il faut bien s'assurer, porteur projet, partenaire, conseil juridique, que l'affichage a été réalisé rapidement et surtout qu'il a été bien réalisé. Sur les délais de recours, donc on le disait, un bon affichage, on va commencer par le permis de construire, un bon affichage du permis de construire va déclencher le délai de recours des tiers. Ici, les tiers, à partir de l'affichage, ont 2 mois pour attaquer le permis de construire. Donc, pendant ces 2 mois, soit le voisin ou l'association, tout tiers qui aurait un intérêt à agir et qui veut attaquer le permis, peut envoyer un courrier à l'administration pour lui demander qu'elle retire le permis. Donc ça, c'est le recours amiable qu'on appelle le recours gracieux. Soit le tiers peut également aller directement devant le tribunal pour demander l'annulation du permis. Donc là, c'est un recours contentieux. Ici, il faut savoir que si l'opposant fait d'abord une demande à l'administration par courrier, vous allez perdre un peu de temps puisque l'administration qui va recevoir le courrier, donc le préfet, aura 2 mois pour répondre et ce n'est qu'une fois qu'elle aura répondu, ou bien ce n'est qu'au bout des 2 mois de silence, si elle ne répond pas, on va avoir une nouvelle période de 2 mois où l'association ou le voisin va pouvoir déposer son recours devant le tribunal administratif. Donc, mis bout à bout, et si on a un préfet qui ne répond pas forcément au recours gracieux, mis bout à bout, le délai de recours d'un voisin ou d'une association ou d'un tiers d'une façon générale peut aller jusqu'à 6 mois, ce qui est long. D'où l'intérêt de ne pas perdre du temps au départ en faisant un affichage qui serait incomplet. Il faut aussi savoir que si vous avez fait un mauvais affichage de votre permis, un tiers pourra venir vous chercher, même à la fin de l'achèvement de vos travaux, pendant une durée de 6 mois. Sur l'installation classée, ici, le délai de recours contentieux des tiers est de 4 mois. Ils ont également la possibilité de faire un recours gracieux pendant 2 mois, auquel cas, cela prolonge le délai de recours contentieux et on retombe, vous le voyez ici au milieu de la flèche, sur une enveloppe générale de 6 mois, donc ce qui revient au même délai de recours, sensiblement, que contre le permis de construire si tous les délais sont mis bout à bout. Ici, une précision, je reviens sur le permis. Le préfet qui vous a délivré le permis de construire a la possibilité de retirer ce permis pendant les 3 mois à compter de la délivrance du permis, si jamais il s'aperçoit qu'il y a une illégalité dans votre permis. Et enfin, le préfet a un délai de retrait de 4 mois pour l'installation classée. Donc ça, il faut impérativement également intégrer ces délais de retrait de l'administration dans vos calendriers pour bien s'assurer que ces délais sont purgés. Est-ce que sur cette phase des délais de recours, il y a des questions? J'ai l'impression que non. En tous les cas, la présentation avec les schémas vous sera communiquée. La fin des délais de recours est-elle notifiée? Très bonne question. Non. Il appartient au porteur de projet ou à son avocat de solliciter des attestations de non-recours aux juridictions compétentes. Donc, ici, vous allez demander des attestations de non-recours au préfet
pour être sûr qu'il n'y a pas eu de recours gracieux. Et vous allez demander une attestation de non-recours au tribunal administratif qui est territorialement compétent. Ça va vous donner des attestations, des certificats qui vont vous assurer que sur vos autorisations de construire et d'exploiter, aucun recours n'a été introduit. Alors évidemment, on vous conseille de ne pas faire cette demande d'attestation le jour même où les délais de recours expirent, mais d'attendre peut-être quelques jours, une semaine, voire 2 semaines, puisque, on le sait, les juridictions administratives sont pas mal engorgées. Donc, le temps qu'une requête arrive et qu'elle soit traitée, ça peut prendre quelques jours. Il y a une question, effectivement. Est-ce qu'il y a des difficultés ou des recommandations pour obtenir un affichage de l'arrêté sur le site Internet? Pour les déclarations, cela peut mettre un mois minimum. Ici, on n'a pas tellement de recettes miracles, à part appeler, parfois se déplacer en préfecture. Effectivement, le temps de mettre les actes sur le site, ça peut être un petit peu long. Et quand on est pressé, chaque jour compte et chaque jour est long. Donc ici, à part vous conseiller d'appeler, d'insister, malheureusement, pas de recette miracle pour accélérer davantage les choses. Pouvez-vous préciser à partir de quelle étape les travaux peuvent-ils être engagés? Est-ce différent en fonction du régime ICPE? Les travaux, en principe, peuvent être engagés à partir du moment où les autorisations sont purgées des recours, puisque ici, il n'y aura plus de risque que les autorisations qui vous permettent de construire une telle méthanisation et de l'exploiter soient attaquées. On va donc passer sur la phase recours. C'est une période extrêmement pénible qui peut être très très longue. À partir du moment où il y a un recours devant le juge, ça peut être très long puisqu'on commence devant le tribunal administratif pour les unités de méthanisation. Puis ça peut aller jusqu'en appel, devant une cour administrative d'appel, puis jusqu'au Conseil d'État. Si on compte en moyenne 1 à 2 ans, même si on tend à réduire ces délais au maximum, si on compte entre 1 à 2 ans pour chaque degré de juridiction, vous voyez qu'on peut perdre facilement 3 ans, 4 ans, 5 ans, ce qui est dramatique pour l'économie d'un projet. On peut attendre des changements pour la filière, puisque vous le savez peut-être, en éolien, par exemple, on a supprimé un degré de juridiction pour que les autorisations soient instruites, pour que les requêtes contre les autorisations soient instruites plus rapidement et que les projets puissent sortir plus vite, dans l'optique évidemment de l'accélération de la transition énergétique. La méthanisation, qui est une filière un peu moins mature que l'éolien, ne connaît pas encore ces dérogations procédurales. Néanmoins, compte tenu du contexte actuel, on doit sortir de la dépendance au gaz, on peut quand même essayer pour la suite. Il y a aussi une forte disparité entre les juridictions administratives. Certaines vont arriver à traiter très rapidement les contentieux entre les projets de méthanisation, et pour d'autres qui sont plus engorgés, qui ont plus de dossiers, ça va être beaucoup plus long. Et là, il va falloir être proactif, relancer, essayer de faire avancer les choses. Alors, comment gagner du temps? C'est peut-être un peu optimiste, mais déjà, il faut bien identifier qui sont les requérants. Est-ce que c'est un voisin? Est-ce que ce sont des voisins? Est-ce que ce sont des associations? Et qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils attaquent l'autorisation parce que véritablement, votre autorisation, ils l'estiment illégale? Est-ce qu'ils attaquent votre autorisation parce que par principe, ils rejettent le projet d'unité de méthanisation? On voit beaucoup malheureusement sur la méthanisation, il y a de plus en plus de recours. Donc, il faut essayer de faire un peu de psychologie et d'identifier aussi qui sont les requérants et en fait, quelle est leur finalité en attaquant vos autorisations. Parmi les réflexes à avoir lorsqu'une requête va arriver, on va évidemment regarder que le voisin ou l'association qui demande l'annulation
de l'autorisation a bien le droit de faire ce recours, ce qu'on appelle la recevabilité du recours. Il y a différentes manières de vérifier ça, on va en évoquer quelques-unes. Lorsque c'est le permis de construire qui est attaqué, on va vérifier que le porteur de projet a bien reçu un courrier de notification de ce recours. C'est une obligation et si cette formalité n'est pas réalisée, le tribunal devra rejeter le recours. Et il devra le rejeter sans même regarder les arguments qui seront soulevés devant lui. Donc ça, c'est un réflexe à avoir de bien vérifier si cette formalité a été réalisée ou non. C'est une formalité qui est prévue par le Code de l'urbanisme. Ensuite, et ça vaut pour le permis de construire, mais aussi pour l'installation classée, on va s'intéresser à l'intérêt à agir du voisin ou de l'association. Par exemple, on va contrôler que les statuts d'une association qui attaque votre permis ou votre ICPE ont bien été, lui permettent bien d'attaquer ce type d'autorisation parce que la protection de tel ou tel intérêt du Code de l'environnement est bien dans ces statuts. Pour le permis de construire, on va également vérifier que les statuts ont été déposés au moins 1 an avant l'affichage de la demande de permis en mairie. Ça permet d'éviter que des associations soient créées dans l'unique but de contester un projet. Puisque c'est une pratique qui a pu être observée. Or, de façon plus générale quand même, quand on voit des associations attaquer des projets, c'est parce que peut-être qu'il a manqué certaines informations, peut-être que certaines associations aussi protègent des intérêts, par exemple tout ce qui est incidence sur les eaux souterraines, et qu'il y a des vraies questions qui nécessitent un vrai dialogue, et ça va plus loin la plupart du temps, et heureusement qu'une simple opposition de principe à un projet d'unité de méthanisation. Et alors, il est possible, dans certains cas, qui sont assez rares, mais qui néanmoins existent, de demander au juge de rejeter la requête sans analyser les arguments qui sont soulevés. Donc ça, c'est vraiment si les requérants ont fait un recours au-delà du délai de recours dont ils disposaient, c'est-à-dire que le recours est tardif, ou bien s'ils n'ont vraiment aucun intérêt à agir contre l'autorisation. Je vous donne un exemple. Si vous avez un voisin qui est à 3 km de votre projet, peut-être que là, on va pouvoir quand même lui dire qu'il ne va pas subir les nuisances du projet. Alors, même si le juge apprécie les distances de façon très large, on est quand même sur des installations classées pour la protection de l'environnement. Donc, on sait que les nuisances peuvent aller assez loin en termes de distance. Néanmoins, au-delà d'1 kilomètre, 1,5 km, on peut quand même commencer à s'interroger sur ce type, sur le préjudice qui va être porté en termes de visibilité, en termes d'odeur, en termes de bruit. Ensuite, comment gagner du temps? Eh bien, ça passe par les diligences que les avocats vont mettre en œuvre auprès des juridictions, c'est-à-dire faire un mémoire en défense rapidement lorsqu'une requête arrive sur un permis de construire ou une ICPE, sachant que pour le permis de construire, le fait de défendre rapidement va permettre de cristalliser les moyens, c'est-à-dire que les requérants ne pourront plus soulever de nouveaux moyens passé un délai de 2 mois après la communication du premier mémoire en défense. Donc, si une requête arrive au 1er janvier et qu'on défend très rapidement, admettons, au 1er février, eh bien, au 1er avril, en principe, les requérants ne pourront plus soulever de nouveaux moyens contre le permis de construire. Donc, s'ils ont oublié de soulever un argument qui aurait pu entraîner l'annulation de votre permis et qu'ils ne l'ont pas fait, eh bien, ça va vous être évidemment favorable. Alors, évidemment, c'est à prendre avec des pincettes puisque en cas d'appel, il y aura une nouvelle ouverture de ce qu'on appelle les causes et tous les arguments pourront à nouveau être soulevés. En tous les cas, comment faire avancer les dossiers? En appelant les juridictions, en essayant de faire des opérations dossiers sur le haut de la pile pour tenter de faire avancer les choses. Et souvent, il faut faire ça tant dans l'instance qui porte sur le permis de construire que dans l'instance qui porte sur l'installation classée, puisque lorsque les 2 autorisations sont attaquées, ce qui est souvent le cas, on a 2 contentieux différents, avec parfois même des requérants différents, et donc des temporalités qui peuvent être différentes aussi, même si ce qu'on observe, c'est que lorsqu'on arrive à faire un bon calendrier du contentieux avec nos clients,
on arrive à obtenir au bout d'un moment un jugement qui porte sur les deux aspects. C'est-à-dire que le permis et l'installation classée sont jugés le même jour. Sur la régularisation des autorisations, c'est un point qui est extrêmement important. Dans de nombreux cas, une régularisation est possible. Sur les permis de construire, il arrive régulièrement qu'on doive déposer un permis de construire modificatif pour déplacer une installation, prendre en compte un nouvel élément qu'on n'avait pas forcément pris en compte avant, ou tout simplement des changements qui sont liés aux études qui sont faites avec le bureau d'études techniques, etc. Pour l'installation classée, c'est un peu plus complexe, puisque dans le cadre d'une autorisation environnementale, donc sur les plus grosses unités de méthanisation ou sur les méthanisations en enregistrement qui auraient fait l'objet d'un basculement, on a des procédures de régularisation qui sont prévues par le Code de l'environnement et qui vont également permettre de régulariser les autorisations devant le juge. Pour les méthanisations en enregistrement, il n'est pas certain qu'on puisse régulariser son autorisation devant le juge. Il y a des disparités en fonction des juridictions. Il y a des cours administratifs d'appel qui ont pu reconnaître qu'on pouvait régulariser ces autorisations devant le juge lorsqu'on est en enregistrement. Et il y en a d'autres qui ont dit non, c'est le régime de l'enregistrement. Et pour l'enregistrement, le Code de l'environnement ne prévoit pas expressément qu'on peut la régulariser. Donc là, c'est un point de doute qui est important, qui n'est pas tranché et qui fait qu'on va être d'autant plus vigilant sur les dossiers qui sont en enregistrement. Dans tous les cas, il vaut mieux, pour conclure, dresser le tableau de toutes les problématiques possibles imaginables sur un projet de méthanisation en amont, avec l'appui, on l'a dit, des compétences techniques et juridiques nécessaires pour éviter de subir et pour arriver à régulariser les projets, à les consolider à un moment où on a encore une marge de manœuvre et où on ne va pas venir faire des modifications dans la précipitation parce qu'on est devant le juge ou parce qu'on est en fin de contentieux. Voici ce que j'avais à vous dire. Il reste quelques questions. Les travaux peuvent-ils commencer à partir du moment où le préfet a autorisé le projet, mais bien sûr, les financeurs préfèrent attendre la fin des recours? Et oui, à partir du moment où vous êtes autorisé à construire ou à exploiter votre projet, vous pouvez construire ou exploiter votre projet, sous réserve d'autres prescriptions qui ressortiraient des arrêtés. Par exemple, lorsqu'une dérogation espèce protégée est nécessaire, évidemment, on ne peut pas démarrer le chantier avant d'avoir obtenu cette autorisation qui fait partie des autorisations nécessaires à la réalisation du projet. Maintenant, effectivement, les financeurs, les banques ne débloqueront pas de fonds si les autorisations ne sont pas purgées. Ça, c'est effectivement un point à prendre en considération, ce qui fait que même si on a un recours, on peut dire, ça peut arriver, un recours qui soit bidon, avec des arguments vraiment qui sont là seulement pour bloquer le porteur de projet, mais qui ne sont pas sérieux juridiquement, malheureusement, ça va bloquer le démarrage de votre projet. Une autre question, y a-t-il une jurisprudence sur l'indemnisation des porteurs de projets par les opposants qui engagent le recours, reconnaissant un retard d'exploitation comme pour l'éolien? Alors, c'est très rare de voir des porteurs de projets indemnisés, et ce, malgré les pertes colossales de temps et d'argent qu'ils subissent en raison de recours, qui parfois ne sont pas toujours sérieux. On peut faire une action parallèle pour tenter de demander une indemnisation. Ce type d'action a peu de chances d'aboutir, et si elle aboutit, a peu de chances d'aboutir à une somme d'argent qui soit proportionnelle à ce qui a été engagé et perdu par le développeur. C'est d'autant plus compliqué en termes de temporalité que bien souvent, on pourra demander une indemnisation en se fondant sur la circonstance que le recours contre les autorisations n'était pas sérieux. Mais pour se fonder sur la circonstance que le recours contre les autorisations n'était pas sérieux, il faut que le tribunal administratif se soit prononcé et ait rejeté la requête, en rejetant effectivement tous les arguments, et ce qui va permettre
après au juge de dire effectivement le recours n'était pas sérieux, donc on considère qu'il y a eu une perte de chance importante, une perte d'argent pour le porteur de projet. Voilà, c'est un cas qui est très marginal. Ce sont des actions qui peuvent être portées, qui parfois rassurent, font plaisir aux porteurs de projet, puisque effectivement, ils perdent énormément d'argent en raison de ces recours. Maintenant, il faut rester réaliste sur le fait que ces actions ont peu de chances de leur apporter ce qu'ils souhaitent, financièrement en tout cas. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Je vous remercie pour votre écoute et votre intérêt. Si vous avez d'autres questions, il y en a qui arrivent en même temps. Ah mince, je ne vois plus. Ah si, vous avez souligné un nombre de recours important. Je n'ai pas vu la suite. Il faudrait que je rouvre le chat. Contre les projets, en parallèle, on voit que les prix de construction explosent. Voyez-vous une nette diminution des dépôts de projets? Pas forcément une nette diminution des dépôts de projets, mais plutôt un temps plus long dans la réflexion sur la conception des projets, avec la volonté, beaucoup des chambres d'agriculture, d'encourager les porteurs de projets à s'entourer, à avoir plus de partenaires, des bureaux d'études, des investisseurs, des avocats. Vraiment un appui scientifique, technique, juridique, financier important, puisque ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ces projets-là sont des projets d'envergure, que leur développement prend du temps, que leur instruction prend du temps, que le contentieux prend du temps et que le projet le mieux monté possible aura le plus de chances d'aboutir et d'aboutir rapidement, ce qui est évidemment la volonté première des porteurs de projets. Combien de recours en moyenne par an? Alors là, je n'ai pas les statistiques, mais effectivement, ce serait intéressant de voir combien il y a de recours. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'ils sont en constante augmentation. Et selon les territoires, c'est très variable. Il y a des territoires sur lesquels il y a beaucoup de projets qui arrivent à sortir et d'autres territoires où on a des associations vraiment puissantes qui malheureusement viennent attaquer beaucoup de projets. Un grand merci, Madame Merci à Descubes, pour tous. votre intervention. Je pense que tout le monde a apprécié la clarté de vos propos et la qualité de votre présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, pour répondre à certaines questions, donc oui, tous les participants de ce webinaire seront destinataires de la présentation. Il y a aussi eu un enregistrement qui a été réalisé et qui sera mis en ligne aussi sur la chaîne YouTube de la Chambre d'agriculture. Vous serez aussi informés quand le lien sera accessible. Voilà. Et puis n'hésitez pas, je vous remettrai également les coordonnées de Madame Descubes par mail, voilà, pour que tout le monde les ait, si jamais il y avait des questions. Bien sûr. Qui venaient par la suite. Merci à tous pour votre participation et merci à la Chambre d'agriculture pour son invitation.